Mon cousin m'a accusé de quelque chose que je n'ai pas fait, mais la vérité c'est avérée différente. Salut Reddit. Je repense souvent à ce jour où tout a changé. Ce barbecue familial, qui devait être une journée banale comme tant d'autres, a fini par devenir le point de rupture de ma vie. Dans ma famille, les barbecues sont une tradition sacrée. Des rires, des histoires qui se répètent, les enfants qui courent partout, et Jake, mon cousin. Il a toujours été au centre de l'attention, charismatique, capable de capter une pièce entière avec une simple blague. On était inséparables, Jake et moi. Grandir à ses côtés, c'était comme avoir un frère. Ce jour-là, tout semblait normal. Je mangeais tranquillement, riant à moitié à une blague de mon oncle, quand Jake s'est levé. C'était inhabituel. Il avait un air grave, presque solennel, qui contrastait avec son côté habituellement décontracté. J'ai pensé qu'il allait annoncer une nouvelle, un truc léger, peut-être une promotion, un projet qu'il avait en tête. Mais non. Sa voix a brisé le brouhaha ambiant. Je crois qu'il faut qu'on parle de la montre de grand-père. La conversation s'est arrêtée net. Tout le monde s'est tu, les regards se sont tournés vers lui. Et là, il a laissé tomber la bombe. Je sais que Mike l'a prise. J'ai eu cette sensation étrange, comme si le temps s'était ralenti. D'abord, je n'ai pas compris. Ma première réaction a été de rire, nerveusement. Mais personne d'autre ne riait. Jake continuait, expliquant que la montre avait disparu après que je sois passé chez lui. Il disait l'avoir vue dans ma chambre. Il racontait tout ça avec un calme glaçant, comme si chaque mot était gravé dans la pierre. Les regards de ma famille sont passés de l'étonnement à une méfiance palpable. Mes oncles fronçaient les sourcils, mes tantes échangeaient des murmures. Et ma mère, ma propre mère. Elle ne disait rien. Elle évitait mon regard, fixant son assiette comme si elle espérait disparaître. J'ai essayé de parler, de dire que c'était faux, que Jake mentait. Mais mes mots semblaient s'écraser contre un mur invisible. Jake, lui, restait imperturbable, ajoutant des détails inventés, bien sûr pour renforcer son histoire. Quand tout s'est terminé, je me suis retrouvé seul. Personne ne m'a directement dit qu'ils me croyaient coupable, mais leurs gestes parlaient pour eux. Un oncle qui évite de me serrer la main. Une tante qui pose une main compatissante sur l'épaule de ma mère, comme si elle était la victime de cette histoire. Sur le chemin du retour, j'ai conduit en silence. Les mots de Jake tournaient en boucle dans ma tête. Je savais qu'il mentait, mais pourquoi? Pourquoi ferait-il ça? Je n'avais aucune réponse, juste cette sensation de trahison qui me rongeait de l'intérieur. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé, et je savais que rien ne serait plus jamais comme avant. Après ce barbecue, tout a lentement changé. Ce n'était pas immédiat, mais je sentais que quelque chose était brisé. Les appels de ma mère, autrefois chaleureux, se sont espacés. Quand elle répondait, c'était toujours bref, comme si elle cherchait à éviter une conversation trop longue. J'espère que tu vas bien, était devenue sa phrase par défaut. Puis il y a eu les invitations manquantes. Les dîners familiaux, les anniversaires, les petites réunions improvisées, j'apprenais leur existence en voyant des photos sur les réseaux sociaux. Jake était toujours là, souriant, entouré de ma famille. Moi, je n'existais plus. Un jour, j'ai décidé d'essayer de recréer un lien. J'ai appelé ma mère et proposé de passer. J'espérais qu'elle dirait oui, qu'elle me prouverait que je comptais encore. Mais elle a hésité, puis répondu. Jake sera là, et on ne veut pas de tension. Ces mots m'ont glacé. Des tensions? Comme si ma présence était devenue un problème. Puis il y a eu ma tante Karen, que j'ai croisée au supermarché. Elle a été gentille, m'a demandé comment j'allais, mais en partant, elle a lancé. On peut toujours réparer ses erreurs, Mike. Il n'est jamais trop tard. Je savais qu'elle pensait bien faire, mais ses mots étaient comme une lame. Pour eux, Jake avait raison. J'étais coupable, et ma seule option était de m'excuser. Pendant ce temps, Jake continuait sa vie sans se soucier de ce qu'il avait causé. Il postait des photos de ma mère et lui, souriant comme si rien n'était arrivé. Moi, j'étais de plus en plus seul. Le pire est arrivé environ un mois après le barbecue, quand ma mère m'a appelé. Elle a parlé doucement, presque avec prudence. Mike, si tu veux dire quelque chose. À Jake ou à nous, on peut en parler. Elle n'a pas dit clairement ce qu'elle voulait, mais c'était évident. Elle attendait que j'avoue. Ce soir-là, j'ai compris que rien ne changerait. Peu importait ce que je dirais, ma famille avait déjà pris sa décision. Ils avaient choisi Jake. Quelques semaines plus tard, j'ai décidé de partir. J'ai trouvé un emploi dans une autre ville et déménagé, à plusieurs heures de route. C'était un soulagement, mais pas une solution. Même à distance, je me réveillais la nuit en revivant ce barbecue, revoyant les regards, sentant ce silence pesant. Je me demandais encore pourquoi Jake avait menti.
Pourquoi ils avaient tous cru à son histoire sans me laisser une chance? Mais surtout, je me demandais si la vérité finirait par éclater. 2 années avaient passé depuis le barbecue, mais dans ma tête, c'était toujours aussi présent. Ce moment où Jake s'était levé pour me pointer du doigt, ce silence lourd qui avait suivi ses accusations, et ses regards. Ces regards qui disaient tout sans qu'un mot ne soit prononcé. J'avais fait tout mon possible pour m'éloigner de cette histoire. Nouvelle ville, nouveau travail, nouvelles habitudes. Je m'étais persuadé que j'étais passé à autre chose. Mais parfois, tard le soir, les souvenirs revenaient. Et avec eux, cette question lancinante, pourquoi Jake avait-il menti? Un matin, alors que je triais mon courrier, je suis tombé sur une enveloppe simple, sans fioriture. Pas d'expéditeur, juste mon prénom écrit à la main. L'écriture, je l'ai reconnue immédiatement. Une boule s'est formée dans mon estomac. C'était Jake. Je suis resté planté là, l'enveloppe dans les mains. L'ouvrir ou non? La jeter directement à la poubelle? Une part de moi hurlait de la détruire. Mais une autre, plus forte, voulait savoir. Alors, je me suis assis, et j'ai ouvert. La lettre commençait simplement, presque froidement, Mike. Pas de salutation, pas de tentative de légèreté. Juste mon prénom, comme une admission silencieuse de ce qu'il allait confesser. Jake écrivait qu'il ne savait pas comment commencer, qu'il avait retourné ces mots dans sa tête pendant des mois sans trouver de façon correcte de les dire. Il mentionnait qu'il aurait dû venir en personne, mais que le courage lui manquait. Et puis, il a abordé ce que je redoutais le plus, la montre. Elle n'avait jamais quitté sa maison. Elle avait été retrouvée, bien après que j'ai quitté la ville, dans un tiroir oublié. Et pourtant, même après cette découverte, Jake était resté silencieux. Il savait que j'étais innocent, et il n'avait rien fait. Parce que c'était plus simple de me laisser porter le poids de sa négligence que d'avouer sa faute. Le reste de la lettre était un mélange de regrets et d'autoflagellation. Il disait qu'il revoyait sans cesse mon visage ce jour-là, que la culpabilité le rongeait depuis 2 ans. Il écrivait qu'il ne méritait pas mon pardon, qu'il ne cherchait pas à se racheter. Mais il voulait que je sache la vérité. Les mots étaient là, devant moi, mais ils ne provoquaient pas l'effet que j'aurais imaginé. Pendant 2 ans, j'avais espéré qu'un jour, tout s'éclaircirait. Mais en lisant cette lettre, je ne ressentais ni soulagement ni paix. Seulement une colère sourde. Jake avait détruit ma vie pour éviter un moment de gêne. Il m'avait sacrifié, et pendant 2 ans, il avait choisi de se taire. Et maintenant, il me tendait cette confession comme une tentative maladroite de soulager sa propre conscience. Je suis resté assis un long moment, la lettre posée sur la table. La vérité était enfin là, mais elle n'effaçait rien. Elle ne pouvait pas reconstruire ma relation avec ma famille, ni effacer ces nuits passées à me demander ce que j'avais fait pour mériter un tel rejet. Ce que je faisais maintenant avec cette vérité était un choix que je devais faire seul. Mais une chose était sûre, je ne pouvais pas rester silencieux. Jake m'avait poussé à l'isolement, et il était temps de lui faire face. La lettre de Jake était posée sur la table, comme un rappel constant de ce qu'il avait fait. Ces mots tournaient dans ma tête, impossible à ignorer. Il savait. Depuis le début, il savait que j'étais innocent, mais il avait choisi le silence. Après des jours à ressasser cette lettre, j'ai décidé de l'appeler. Il a répondu rapidement, sa voix tremblante. Il savait pourquoi j'appelais, et après un moment d'hésitation, il a accepté de me rencontrer dans un café de notre ville natale. Quand je suis arrivé, il était déjà là, assis dans un coin, les épaules voûtées, jouant nerveusement avec sa tasse. Il semblait plus vieux, plus fatigué, loin de l'image confiante qu'il avait toujours projetée. Quand je me suis assis en face de lui, il a brièvement levé les yeux avant de les baisser à nouveau, incapable de soutenir mon regard. Le silence était lourd, presque suffocant. Finalement, j'ai posé la lettre sur la table, son froissement amplifié dans ce calme tendu. Il l'a fixée, sans oser la toucher, avant de murmurer. « Je suis désolé. » Ses excuses semblaient sincères, mais elles sonnaient creuses. Il a commencé à parler, expliquant qu'il avait eu peur, qu'il ne savait pas comment avouer une fois que le mensonge avait pris racine. Chaque mot qu'il prononçait n'était qu'un rappel de tout ce que j'avais perdu. « Tu savais, ai-je dit finalement, ma voix froide. Tu savais que j'étais innocent et tu as laissé ça arriver. » Jake n'a rien nié. Il a simplement hoché la tête, son regard rivé sur ses mains tremblantes. Il a parlé de sa culpabilité, de ses regrets, mais rien de tout cela ne changeait la réalité. Pendant 2 ans, il m'avait laissé porter un poids qu'il savait injuste. Quand je me suis levé, je l'ai laissé là, avec la lettre entre nous. Je pensais que cette confrontation me soulagerait, mais elle n'avait rien réparé. Jake avait détruit ma vie, et ses aveux tardifs ne pouvaient pas effacer ce qu'il avait fait. En quittant le café, une chose était claire. Jake n'était pas le seul coupable.
Ma famille avait cru à ces mensonges sans hésiter. Et maintenant, c'était eux que je devais affronter. Après avoir confronté Jake, une question restait en suspens. Pourquoi ma famille avait-elle choisi de croire ces accusations sans même m'écouter? Ce silence de leur part m'avait brisé autant que les mensonges de Jake. J'ai décidé d'appeler ma mère. Quand elle a répondu, sa voix était légère, presque trop détendue. « Mike, ça fait longtemps, comment tu vas ?» Elle parlait comme si les 2 dernières années n'avaient jamais existé. J'ai coupé court à sa tentative de conversation banale. Jake m'a écrit. Le silence de l'autre côté a tout dit. Je pouvais imaginer son hésitation, ses pensées cherchant une réponse appropriée. Quand elle a finalement parlé, sa voix était plus basse, presque prudente. Il m'en a parlé? Sa phrase restait suspendue, et moi, j'attendais. J'ai fini par poser la question que je portais en moi depuis trop longtemps. Pourquoi m'avaient-ils tous abandonné sans même chercher à comprendre? Elle a pris une inspiration profonde avant de répondre, sa voix teintée de regret. C'était Jake. Il avait l'air tellement sûr. Et toi, Mike, tu étais tellement en colère. On a cru que... Elle n'a pas terminé, mais je comprenais. Ils avaient interprété ma colère comme une confirmation de ma culpabilité. Vous m'avez laissé tomber, ai-je dit doucement. Ces mots étaient lourds, mais ils résumaient tout. Sa réponse, lorsqu'elle est venue, était à peine audible. Je sais. On a fait une erreur, Mike. On aurait dû te soutenir. Je suis désolé. Je l'écoutais, mais ces mots ne pouvaient pas effacer le passé. Les excuses arrivaient trop tard. En raccrochant, je me sentais vidé. La douleur et la colère n'étaient pas parties, elles s'étaient simplement transformées en une tristesse profonde. Jake avait menti, mais ma famille avait choisi de m'abandonner. Et maintenant, je devais décider si ces liens méritaient encore d'être sauvés. Après cet appel avec ma mère, le doute ne me quittait pas. Il était si facile de rester dans cette colère, de continuer à les tenir à distance. Après tout, ils avaient fait leur choix il y a 2 ans, et ce choix n'avait pas été moi. Pourtant, une petite voix au fond de moi murmurait que couper les ponts définitivement ne suffirait pas à apaiser cette douleur. Quelques jours plus tard, ma mère m'a rappelé. Cette fois, il n'y avait rien de léger dans sa voix. Chaque mot semblait soigneusement pesé, comme si elle craignait de dire quelque chose de travers. Elle a demandé si je pouvais venir les voir. Pas pour qu'ils se justifient, disait-elle, mais simplement pour parler, face à face. J'ai fini par accepter, même si je ne savais pas exactement ce que j'espérais. Quand je suis arrivé devant la maison, j'ai ressenti un mélange étrange de familiarité et d'éloignement. Cette maison, où j'avais passé une grande partie de ma vie, me semblait soudain étrangère. En entrant, l'air semblait lourd, presque étouffant. Mon père m'a accueilli avec une poignée de main maladroite, presque hésitante, tandis que ma mère semblait à peine capable de croiser mon regard. Dans le salon, tout était comme avant. Les photos de famille accrochées au mur, les souvenirs d'un passé qui, maintenant, semblait si loin. Mais au lieu de me réconforter, ces images ne faisaient qu'accentuer le fossé qui s'était creusé entre nous. Ma mère a fini par briser le silence. Sa voix tremblait légèrement, chaque mot chargé d'une tension palpable. Elle a commencé à parler de Jake, de la manière dont il avait toujours su convaincre les autres, de leur erreur à lui faire confiance si aveuglément. Elle a admis que ma colère, ce jour-là, avait été mal interprétée, qu'ils avaient vu en elle une confirmation de ses accusations. On aurait dû te parler, Mike, a-t-elle dit doucement, sa voix à peine audible. Mon père, habituellement si silencieux, a pris la parole à son tour. Ses mots étaient plus directs, mais empreints de regret. Ils avaient échoué à voir au-delà des apparences, à prendre le temps de comprendre ce que je traversais. Je les écoutais, mais chaque mot faisait remonter la douleur. Pendant 2 ans, j'avais été seul, rejeté par ceux qui étaient censés être là pour moi. Alors, même si leurs excuses semblaient sincères, elles ne pouvaient effacer ce sentiment d'abandon. Quand je suis finalement parti, je n'étais pas sûr de ce que je ressentais. Ce n'était ni une victoire, ni une réconciliation. Mais peut-être qu'un pas avait été fait. Un pas incertain, mais réel. Quand je suis sorti de chez mes parents après cette première conversation, le poids sur mes épaules n'avait pas disparu. Ils s'étaient excusés, c'est vrai. Et leurs mots semblaient sincères. Mais une excuse, même authentique, ne peut pas réparer 2 années de silence, de doute et de rejet. Dans les jours suivants, ma mère s'est montrée attentive. Elle envoyait des messages simples, parfois accompagnés de photos du jardin ou de souvenirs anodins. Ses gestes étaient modestes, presque timides, mais je pouvais sentir qu'elle essayait de reconstruire un lien. Pourtant, à chaque message, une étrange tension me serrait la poitrine. Je répondais, mais toujours avec une certaine distance. Mon père, lui, n'a rien dit. Pas un appel, pas un message. Ce n'était pas surprenant.
Il avait toujours été ce genre de personne qui pensait que les gestes parlaient mieux que les mots. Mais ce silence, même s'il ne semblait pas hostile, me rappelait cruellement celui des 2 dernières années. Quant à Jake, c'était le vide. Après notre confrontation, il n'avait plus donné signe de vie. Peut-être était-il accablé par sa culpabilité. Ou peut-être qu'il avait simplement tourné la page, laissant les conséquences de ses actes me peser à moi seul. Puis, un soir, ma mère a appelé. Sa voix hésitante trahissait sa nervosité. Elle m'a invité à dîner. Rien de grandiose, juste un repas en famille, comme avant. Pour parler, avait-elle dit, presque suppliant. L'idée de revenir dans cette maison me nouait l'estomac. Pourtant, une partie de moi savait que refuser n'était pas une solution. Alors, j'ai accepté. Quand je suis arrivé, tout semblait à la fois familier et étranger. La maison avait la même odeur chaleureuse, mais l'atmosphère était différente, plus pesante. Ma mère m'a accueilli avec un sourire nerveux, et mon père, déjà assis, m'a simplement adressé un hochement de tête. Le repas était prêt, et je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer qu'elle avait préparé mon plat préféré. C'était un geste simple, mais lourd de sens. Nous avons mangé dans un mélange de discussions banales sur le jardin, les voisins, et de silence rempli d'émotions retenues. Après le repas, ma mère a fini par poser ses mains sur la table, comme pour se donner du courage. Mike, a-t-elle dit doucement, on sait qu'on a fait des erreurs. On sait qu'on t'a blessé. On ne peut pas effacer le passé, mais on veut essayer de réparer ce qu'on a brisé. Je pouvais voir dans ses yeux à quel point elle espérait une réponse. Mon père, toujours aussi discret, a levé les yeux et hoché la tête, comme pour appuyer ses paroles. J'ai pris une longue inspiration. Je ne sais pas si les choses peuvent redevenir comme avant, ai-je fini par dire, lentement. Mais je suis ici, et c'est déjà un début. En repartant, je sentais que quelque chose avait changé. Pas une réconciliation, pas encore. Mais un pas, fragile et incertain, dans une direction différente. En repartant de ce premier dîner chez mes parents, un étrange mélange d'émotions m'accompagnait. Rien n'était réglé, les blessures étaient encore là, mais il y avait quelque chose. Une ouverture, peut-être. Pas assez pour apaiser complètement cette douleur sourde qui persistait, mais suffisamment pour envisager de continuer à avancer. Dans les jours qui ont suivi, ma mère est restée présente. Ses messages n'étaient jamais envahissants, mais réguliers. Elle m'envoyait des photos de son jardin ou des plats qu'elle préparait, accompagnés de petits commentaires anodins. Rien de spectaculaire, mais des gestes qui, même simples, portaient une sincérité discrète. Ils n'effaçaient pas le passé, mais ils montraient qu'elle essayait. Mon père, quant à lui, restait fidèle à son habitude de parler par action plutôt que par mots. Pas d'appel, pas de message. Mais parfois, ma mère mentionnait qu'il avait retrouvé quelque chose m'appartenant ou réparé un vieil objet que j'avais laissé. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était sa manière de se manifester, même de loin. Puis, un jour, ma mère m'a proposé de revenir pour un déjeuner en famille, avec mes frères et sœurs cette fois. L'idée m'a d'abord semblé écrasante. Revenir dans cette maison, avec tout le monde, et devoir affronter leurs regards après tout ce qui s'était passé. C'était une perspective que je n'étais pas sûr de pouvoir gérer. Mais après réflexion, j'ai fini par accepter. Lorsque je suis arrivé ce jour-là, l'ambiance était étrangement lourde sous des airs de légèreté. Tout le monde parlait, souriait, mais chaque mot semblait soigneusement choisi pour éviter d'évoquer le passé. Les discussions tournaient autour de sujets anodins. Les enfants, les vacances, des banalités qui semblaient vouloir masquer une tension sous-jacente. Au milieu du repas, mon frère, d'ordinaire si discret, a fini par parler. Ses mains jouaient nerveusement avec sa serviette, et sa voix était hésitante. Mike, on a tous mal géré cette situation. Il ne cherchait pas d'excuses, mais ses mots portaient un poids. On aurait dû te soutenir, on aurait dû écouter. Mais on ne l'a pas fait. Ces mots, bien qu'attendus, ont provoqué une vague d'émotion en moi. Pendant 2 ans, tout ce que j'avais ressenti était validé, enfin reconnu. J'ai hoché la tête, incapable de répondre immédiatement. Après le repas, ma mère m'a pris à part. Ses yeux trahissaient une inquiétude qu'elle essayait de dissimuler. Elle a parlé avec douceur, presque à mi-voix, évoquant leur volonté de réparer les choses, même si elle savait que cela prendrait du temps. Je ne lui ai pas donné de promesse. Je ne pouvais pas. Mais en partant, je me suis surpris à ressentir un certain apaisement. Rien n'était réglé, bien sûr. Les souvenirs des regards accusateurs, du rejet, étaient encore bien présents. Mais il y avait quelque chose, un début, aussi fragile soit-il. Les semaines qui suivirent le déjeuner en famille furent empreintes de fragilité. D'un côté, il y avait leurs efforts sincères, cette tentative de recréer un lien. De l'autre, il y avait le poids du passé, ces souvenirs de silence et de rejet qui flottaient toujours, rendant chaque interaction incertaine.
Ma mère continuait à envoyer de petits messages. Elle partageait des photos de vieux souvenirs retrouvés, des images de mon enfance, accompagnées de mots simples. Tu te souviens de ce jour, ou regarde ce que j'ai retrouvé. Ces gestes, bien qu'ordinaires, portaient un message sous-jacent. Elle voulait me montrer que ma place dans la famille importait encore. Mon père restait fidèle à son caractère réservé. Il n'envoyait pas de messages, ne faisait pas de grandes déclarations. Mais il trouvait d'autres moyens d'exprimer quelque chose. Un jour, après une visite, je suis tombé sur un sac de bois laissé près de ma voiture avec un mot succinct. Pour tes projets. C'était sa manière de tendre la main, discrète mais sincère. Pourtant, malgré ses efforts, le malaise était palpable. Chaque retour chez eux réveillait une tension dans l'air. Mes frères et sœurs tentaient d'alléger l'atmosphère avec des conversations superficielles, mais on sentait que personne n'osait aborder ce qui comptait vraiment. Un jour, alors que j'étais dans la cuisine avec ma mère, elle a évoqué Jacques pour la première fois. Sa voix était hésitante, comme si elle pesait chaque mot. « Il ne revient plus ici », a-t-elle murmuré. Depuis que tout est sorti, il dit qu'il ne se sent pas à sa place. Ces mots ont ravivé une colère sourde. Jacques, celui qui avait tout détruit, se posait en victime. J'ai pris un moment avant de répondre calmement. Ce n'est pas à moi de régler ça. Elle n'a rien ajouté, mais son silence en disait long. Lors d'une autre visite, mon père m'a tendu une boîte poussiéreuse retrouvée dans le grenier. Dedans, des dessins d'enfants, des lettres naïves écrites pour Noël, des trophées oubliés. Il n'a rien dit, se contentant de poser la boîte devant moi. En découvrant ces souvenirs, j'ai senti une vague d'émotion. Ces objets semblaient parler d'un temps où les choses étaient encore simples, d'un lien qui existait avant les blessures. En relevant les yeux, mon père me regardait avec une sincérité silencieuse, comme pour dire « Je sais que j'ai failli, mais je veux essayer ». Ces moments étaient loin de suffire à effacer les cicatrices. Mais ils ouvraient une porte. Pas pour revenir à ce qui existait avant, mais peut-être pour construire quelque chose de nouveau. Au fil des semaines, une sorte de routine s'est installée. Les visites chez mes parents devenaient plus fréquentes, mais elles restaient marquées par une certaine prudence. Chaque interaction portait encore l'écho du passé, une tension discrète mais persistante, comme si tout le monde marchait sur des œufs. Ma mère continuait ses petits gestes. Elle envoyait des messages réguliers, souvent accompagnés de photos de souvenirs retrouvés ou d'un plat qu'elle venait de cuisiner. Ses attentions, bien que simples, montraient son envie de reconstruire, même si elle semblait encore chercher la bonne manière de le faire. Mon père, fidèle à son caractère réservé, exprimait ses efforts autrement. Pas de mots, mais des actions silencieuses. Un jour, j'ai remarqué qu'il avait réparé une vieille chaise que j'avais laissée dans leur garage. Il n'en a pas parlé, mais ce geste, bien que discret, m'a frappé. Mes frères et sœurs, eux, faisaient de leur mieux pour détendre l'atmosphère. Les conversations restaient superficielles, des souvenirs légers, des anecdotes sans profondeur, mais ces moments étaient moins maladroits qu'au début. Une sorte de normalité, bien que fragile, commençait à s'installer. Jacques, cependant, restait l'ombre invisible. On évitait de parler de lui, mais il semblait toujours présent, comme un rappel constant de ce qui avait été détruit. Un jour, ma mère a timidement mentionné « Il pense à toi, tu sais ». Ces mots flottaient dans l'air, mais je n'ai pas répondu. Elle n'a pas insisté, et le silence a refermé la conversation. Un après-midi, mon père m'a tendu une boîte poussiéreuse retrouvée dans le grenier. À l'intérieur, des dessins d'enfants, des lettres naïves, des trophées oubliés. En les feuilletant, j'ai ressenti un mélange d'émotions. Nostalgie, douleur, et une étrange chaleur. Ces souvenirs, bien que simples, rappelaient qu'il y avait eu un lien, avant que tout ne se complique. Ce geste, comme tant d'autres, n'effaçait rien, mais il montrait qu'ils essayaient, à leur manière, de rassembler les morceaux. Petit à petit, j'ai réalisé que ces gestes, bien qu'imparfaits, étaient sincères. Ils ne pouvaient pas changer le passé, mais ils tentaient de créer quelque chose de nouveau. Ce ne serait jamais comme avant, mais peut-être que ce n'était pas nécessaire. En repartant un soir, après une étreinte discrète de ma mère, j'ai senti quelque chose s'apaiser. Les cicatrices resteraient, mais elles n'avaient plus à définir tout ce que nous étions.